Bonjour. Comme vous posez beaucoup de questions, j'ai décidé de répondre au fur et à mesure de vos questions, euh, à celles qui reviennent le plus souvent. Alors, vous me demandez de parler des pervers narcissiques. Donc, bon, je vais vous en parler avec ma petite connaissance, pour la simple et bonne raison que je l'ai été. Donc, ça peut me permettre d'en parler un peu. Euh, on va dire qu'il y a plusieurs stades de pervers narcissiques. Il y a les, j'ai envie de dire qu'il y a deux stades. Il y a le maniaque du contrôle, qui n'est pas encore vraiment pervers narcissique à mort à 200%, mais c'est déjà un stade, c'est déjà le premier stade. Hein, c'est le premier stade du pervers narcissique, c'est déjà le maniaque du contrôle. On va retrouver, euh, on va retrouver ça aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Hein. Ne croyez certainement pas, mesdames, que vous êtes à l'abri de ça. Hein. Je pense que vous êtes peut-être même encore plus dans le contrôle que les hommes. Hein. À la maison. En tout cas, à la maison, c'est certain, vous êtes plus des maniaques du contrôle que les hommes. Hein. Par contre, à l'extérieur, non, c'est plutôt les hommes qu'on va retrouver aux manettes, à vouloir tout diriger. Alors, quand je dis que j'en ai été un, moi j'étais au stade 1, c'est-à-dire j'ai plutôt été un maniaque du contrôle, que je reste, on va dire, quand même un minimum, dans la mesure où personne ne peut me dire ce que j'ai à faire, personne ne peut m'obliger de faire quoi que ce soit, et personne ne peut me donner d'ordre. Ça restera jusqu'à la fin de mes jours, c'est comme ça. Mais, je veux dire, avoir de la personnalité, avoir du caractère, comme on dit, c'est-à-dire avoir envie de s'affirmer, affirmer ses convictions parce qu'on en est convaincu et parce qu'on sait que c'est ça, ça s'appelle pas être maniaque du contrôle. Il y a des gens qui disent, ouais, tu peux toujours avoir raison. Mais ouais, mais j'ai des arguments. Si tu veux me donner tort, présente-moi des arguments. Le fait de dire à quelqu'un qui n'a rien d'autre à dire que de dire tu veux toujours avoir raison, ce n'est pas un argument. Ça veut dire que tu reconnais que tu es impuissant face aux thèses que j'expose. La majorité des gens avec qui je parle, que je parle de politique, je parle des gens qui ne sont pas d'accord. Hein. Quand on parle de politique, on parle de spiritualité, de quoi que ce soit, si je connais les sujets et que je commence à avancer des choses, au bout d'un quart d'heure, systématiquement, je vais avoir la même rengaine. Tu veux toujours avoir raison. Oui, mais je viens de t'exposer par A plus B toute ma théorie. Qu'est-ce que tu as d'autre à m'opposer à part le tu veux toujours avoir raison? Ou il n'y a que toi qui as raison? Ça, c'est, vous voyez, ça c'est un abus de faiblesse. Donc il ne faut pas confondre ça. Il y a des gens qui ont des grandes gueules, bon, j'en fais partie, et il y a des gens qui aiment avoir raison sans vous présenter d'arguments valables, et qui n'écoutent pas les arguments des autres. Hein. Moi, c'est pas mon cas, hein, j'écoute les arguments des autres, mais souvent en face, il n'y a pas d'argument, c'est surtout ça. C'est surtout ça le truc. C'est par exemple, si je parle d'élection ou je parle de Marine Le Pen aux dernières présidentielles, je tombe sur des gens qui vont me dire ah là là, non, le fascisme. C'est le seul argument. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Donc, la discussion, elle s'arrête. Il n'y a pas de discussion. Par contre, quand j'étais jeune, c'est-à-dire que j'avais depuis la puberté, hein, ça commence là en fait. Quand j'étais enfant, j'étais absolument pas comme ça. Hein. On est totalement différents à l'enfance de l'adolescence, totalement deux personnes différentes. Quoi. Alors pour une raison simple en fait, c'est qu'à l'enfance, à l'âge de 7 ans exactement, on a l'atome permanent éthérique qui rentre, qui s'incruste à sa place et qui revient avec les mémoires du corps physique. D'accord ? Mais à 13 ans, on va dire, c'est à peu près entre 13 et 14 ans, entre 12 et 14 ans selon fille ou garçon, on a l'atome permanent du corps astral qui s'incarne, qui rentre vraiment en activité. Et cet atome permanent vous ramène avec toutes les mémoires astrales que vous avez. Et c'est là où votre composante de personnalité commence à se révéler. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle la crise de la puberté. En réalité, on a le corps émotionnel qui rentre en activité. Hein.
On a une partie de son tempérament qui est enfin, qui va se révéler. Hein. Alors que ce n'était pas le cas à l'enfance. Hein. À l'enfance, vous êtes plutôt, vous n'avez pas encore d'empreinte, vous pouvez être extrêmement sensible, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de corps émotionnel, c'est pas du tout ça. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore les mémoires du passé, hein. C'est pas du tout la même chose. À l'enfance, vous êtes en relation directe avec votre divinité, hein, avec votre âme. Vous avez cette connexion, vous n'avez pas encore de barrage. Si vous voulez, le corps astral, c'est pas encore vraiment complètement mis au milieu, hein, entre l'enfant qui est sur Terre et l'âme. La personnalité, elle est alignée parce que les atomes et les mémoires du corps astral ne sont pas encore foutus au milieu. Donc on a ce lien direct à l'enfance, ce qui fait que les enfants ont des dons, des perceptions extraordinaires. Non, à l'adolescence, tout ça s'estompe. On arrête de faire des rêves où on vole, où on fait des tas de trucs, parce qu'on rêve quand on est enfant qu'on vole, qu'on va dans des mondes incroyables. Et ça s'arrête à l'adolescence. Pourquoi? Parce qu'on a l'atome permanent astral. Alors vous allez me dire, mais c'est antinomique. Non, c'est pas antinomique. On a l'atome permanent qui vient de nous ramener toutes les mémoires qu'on a eues au niveau du corps astral. Toutes les colères, les injustices, ce qu'on appelle les plaies de l'âme, à tort. En général, c'est plutôt les plaies du corps astral. Hein. Les injustices, les bannissements, les trahisons, les humiliations, hein, tout ça c'est au niveau du corps astral que ça se passe, et tout ça vous revient, plaf. Donc vos angoisses commencent à naître à partir de là. Les angoisses, les peurs, etc., le stress, ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez pas vivre, etc. Donc, en fait, ça commence à l'adolescence, à la crise de l'adolescence. Ensuite, selon les composantes, alors astrologiques, hein, évidemment, ceux qui ne croient pas à l'astrologie, bon, ben, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis, et puis surtout, je ne vois pas ce que vous faites sur ma chaîne. Selon les composantes de votre terre astrale, si vous êtes un signe de ce qu'on appelle une bête à cornes, c'est-à-dire si vous êtes bélier, capricorne, taureau, vous allez déjà avoir je veux dire, une prédisposition à être têtu et à être voilà, à foncer dans l'art quand même. Hein. Alors, de trois manières différentes. Le bélier fonce dedans directement, le taureau fonce en prenant son temps, mais est le plus têtu de tous, et le capricorne va aussi foncer, mais en voulant aller vers les hauteurs, s'élever, élever son point de vue. Donc c'est quand même hyper intéressant. Donc selon votre composante astrologique, vous pouvez avoir un caractère et une personnalité plus ou moins ce qu'on appelle forte, ce qui ne veut rien dire, mais ce qui veut dire en fait dans la résistance et dans l'envie de s'affirmer, hein, et finalement de se présenter comme leader quelque part. Ben, ça va changer selon vos aspects astrologiques. Il y a des gens qui sont leaders nés, et il y en a qui sont comment on dit, j'arrive pas à trouver le mot, c'est terrible, hein. Des fois je cherche mes mots. Comment on appelle ceux qui assistent, qui sont des assistants nés, voilà, merci. Donc en fait, il y en a qui sont leaders nés, et ceux-là on les voit dès l'enfance, on les voit déjà à l'école, ils ont déjà des tempéraments de leader, et ça peut s'affirmer ou se calmer à l'adolescence selon les mémoires des atomes permanents qui vont commencer à rentrer en activité, et selon aussi les composantes astrologiques bien entendu. Alors, moi, Capricorne ascendant Lion, si vous voulez, pour ceux qui s'y connaissent un peu en astrologie, en plus cheval de feu, celui qui me donne un ordre, il n'est pas né. Vous voyez ce que je veux dire? Mes parents n'ont jamais pu. Jamais. C'est où tu me demandes, gentiment, je fais n'importe quoi, je fais le tour de la planète pour te faire plaisir, il n'y a pas de problème. Ou tu vas te faire enculer, c'est clair. Alors, bon, excusez-moi pour la vulgarité, mais c'était un petit peu ça quand j'étais adolescent. Et tu me le demandes gentiment, ou tu vas te faire voir. Voilà. Et c'était à table, hein, c'était à table déjà avec mon père, c'était l'affrontement tous les jours. Parce que mon père est un maniaque tout court. On peut dire que c'est un pervers narcissique. Hein. On les retrouve chez les maniaques, hein. C'est aussi une des premières traces, une des premières marques du pervers narcissique, c'est déjà d'être maniaque, hein, d'avoir ses propres manies, ses habitudes. Alors mon père, il achetait du pain tranché, vous savez, hein, du pain de campagne tranché en boulangerie, mis dans un sac plastique, et ce sac plastique, il le refermait avec un petit truc là. Donc à table, moi qu'est-ce que je fais? J'ouvre le sac, je prends une tranche, je referme pas. On est à table, on est 4 à se servir, et mon père c'était systématiquement referme le sac.
Bah non, tu vas en prendre une, maman aussi, ma soeur aussi. Referme le sac. Non. Referme le sac. Non. T'as oublié le mot magique. Le mot magique, c'est s'il te plaît. Referme le sac. Je quittais la table. Et je me prenais un verre d'eau dans la gueule en général. Voilà. Point. Ça s'arrêtait comme ça. Et c'était tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à ce qu'ils comprennent et que je lui dise en plus. Tant que tu me donneras des ordres et que tu essayes d'avoir le contrôle sur moi, on va se foutre sur la gueule. J'avais 14 ans. Et je quittais la table. Jusqu'au jour où il a compris, il a arrêté. Parce qu'il y a un moment donné, ça a duré 2 ans, hein. Il y a un moment donné, je ne leur parlais plus du tout. J'ai dit, j'arrête. On ne se connaît plus. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que pour vous dire qu'il y a des caractères forts, il y a des gens qui... il n'y a rien à faire, c'est-à-dire c'est ancré dans les cellules. Tu ne peux pas donner un ordre à certaines personnes. Alors j'ai remarqué que c'était la marque des... J'ai compris plus tard que c'était la marque de ce qu'on appelle les initiés. Alice Bailey était comme ça. Quand j'ai lu Alice Bailey, j'ai eu l'impression de lire mon autobiographie. Impossible. Et pourtant c'était une femme qui vivait, qui est née à la fin du 19e siècle quand même. Donc elles étaient plutôt soumises à l'époque, mais elle aussi c'était pareil, elle ne supportait pas, elle ne recevait aucun ordre, aucune autorité ne pouvait. Avec Blavatsky c'était pareil, et tous les gens qui finalement sont avancés et qui sont là sur Terre, s'incarnent pour s'affirmer et pour finalement se présenter quelque part comme guide, entre guillemets, pour les autres, ne peuvent pas recevoir d'ordre. Alors moi j'ai toujours, quand j'étais plus jeune, je résumais ça, je disais, il y a les bergers et il y a les moutons. Ne le prenez pas mal, je ne me considère pas comme des moutons, ne vous inquiétez pas. Mais je me considérais comme un berger. Et un berger, on ne peut pas lui donner d'ordre, parce que c'est lui qui dirige le troupeau. C'est comme ça que je vois les choses. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, et à faire des groupes, je me suis très très vite retrouvé leader des groupes, chef de groupe. Pourquoi? Parce que je me rendais compte que j'allais plus vite que les autres, que j'apprenais plus vite, que je mémorisais plus vite, que j'entendais plus vite. Et que finalement, il fallait que je manage, que je prenne en main les répétitions, décortique les grilles harmoniques, etc. Et donc en fait, avec les femmes, ça s'est présenté un peu de la même manière, à savoir où je me suis retrouvé à vouloir contrôler aussi les femmes au début avec qui j'ai été. Hein. Alors, ça a été fulgurant avec les femmes dans le sens où j'ai pris des râteaux énormes. C'est-à-dire que ça, je pense que j'aurais pas eu de soucis si j'avais habité dans un pays musulman où les femmes sont quand même soumises, hein, ou dans un pays asiatique où les femmes sont également pas musulmanes spécialement, mais sont culturellement plutôt soumises à l'homme et à leur mari. Hein. Elles ont encore cette vieille tradition chrétienne aussi. Hein. Ma mère est comme ça, elle s'est soumise à mon père. Ma grand-mère était soumise à mon grand-père. C'était comme ça avant aussi en Occident. Mais je suis né, moi, à l'époque occidentale, où les femmes ont compris qu'elles avaient le droit de dire merde. Et en fait, j'ai vite compris, un coup de râteau, mais un coup de râteau douloureux, que ce n'était pas la bonne voie avec les femmes. Et finalement, bien qu'ayant énormément souffert, moi je les remercie aujourd'hui, parce que je suis plus du tout la même personne que j'étais quand j'avais 18-20 ans, sur le plan du tempérament et sur le plan du caractère. Et croyez-moi, c'est pas plus mal, parce que même avec mes amis, j'étais comme on dit, très exclusif. Hein. Et quand on sortait, par exemple, le samedi soir, c'est moi qui décidais où on allait, c'est moi qui décidais quel film on allait voir, c'est moi qui décidais ce qu'on faisait le week-end ou ce qu'on allait faire le week-end d'après, tout le temps. Alors, je voulais décider, en fait. C'est pas parce qu'eux attendaient que je décide, c'est parce que je voulais. C'est moi qui voulais. Je voulais diriger. Et ça s'appelle être un maniaque du contrôle, être dans le contrôle. Alors, à la maison, rien à foutre. Dans le couple, à la maison, tu fais ce que tu veux, tu passes le balai quand tu veux, je m'en fous du moment que ça m'emmerde pas. Mais rien à foutre. Alors qu'il y a beaucoup de femmes qui, à la maison, c'est le colonel. Hein. Une fois que tu as passé le... Tu les vois dans la rue, tu les connais pas, elles sont super cool. Tu les vois au boulot, ça va, c'est cool, elles se soumettent à leur chef, elles s'obéissent, il n'y a pas de problème. Tu les vois chez elles, elles t'invitent à bouffer.
T'enlèves tes chaussures, tu mets ça, voilà, tu laves tes mains, hein. C'est hallucinant, hallucinant. On se retrouve dans une caserne militaire avec certaines femmes, hein, à la maison. Ça, c'est c'est la maniaque du contrôle par excellence, hein. Pareil avec les gosses, pareil avec le rangement, pareil avec la propreté, c'est de la maniaquerie. Donc ça, là, ça va ensemble, hein, bien sûr, bien entendu. Donc vous êtes déjà de très très bons candidats pour être des pervers narcissiques, hein. La différence entre le maniaque du contrôle et le pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique, tout va tourner autour de ses propres désirs à lui et uniquement à lui. C'est tout. Le maniaque du contrôle veut que tout soit comme lui veut, pour le bien de tous. C'est pas pareil. Moi, quand je voulais décider pour mes potes, les sorties, c'était parce que je savais que ça allait être mieux que ça. Donc c'était pour le bien de tout le monde, c'est pour pas qu'on se fasse chier comme on s'était fait chier la semaine dernière parce que c'était un tel qui avait décidé, quand c'est vraiment emmerdé. Non, si vous me laissez faire, laissez-moi choisir le programme, vous allez voir, ça va être mieux. C'était plutôt ça, vous voyez. C'était pas spécialement parce que moi j'avais envie de faire ça. C'était vraiment pour une cause commune. Alors que le maniaque, le pervers narcissique, lui, c'est vraiment que pour sa gueule. J'ai un père pervers narcissique, c'est pour sa gueule. C'est-à-dire que tu lui donnes un appartement de 100 mètres carrés en 3 semaines, tu peux plus t'asseoir nulle part, il y a ses affaires partout. Tu lui donnes une maison de 300 mètres carrés en 3 mois, il y a ses affaires partout, tu peux plus t'asseoir nulle part. Et tu lui donnes un château de 3000 mètres carrés, au bout de 2 ans, il met ses affaires partout, tu peux plus t'asseoir nulle part. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, on est dans une situation familiale, je ne vais pas vous raconter que ma vie, hein, et celle de ma famille, c'est juste pour vous expliquer ce qu'est un pervers narcissique, puisque moi j'habite plus avec mes parents depuis très longtemps. Ils ont une grande maison, ma mère elle a une salle à manger avec une télé, comme tout le monde, pour regarder la télé. Mon père a 3 bureaux à l'étage, plus 2 au sous-sol, plus partout. Eh bien, il a réussi à mettre 2 ordinateurs dans la salle à manger, sur lesquels il passe son temps à travailler, et finalement, au bout de quelques mois, il demande à ma mère de baisser le son de la télé parce qu'il ne s'entend plus bosser dans le salon. Ça s'appelle être un pervers narcissique, hein. Alors il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça c'est une marque de perversion narcissique, clairement, purement. Alors ces gens-là, puisque j'en ai fait partie à un modeste niveau, c'est bien fait pour leur gueule, bien entendu, quand ils se font plaquer. Alors, je ne dis pas que toutes les femmes qui m'ont plaqué ont eu raison de le faire, hein. Il y en a qui l'ont fait parce qu'elles n'étaient pas bien dans leur tête. D'autres l'ont fait parce qu'elles ont eu raison, surtout au début, quand j'étais jeune, et que j'étais assez insupportable. Très jaloux, très possessif, invivable. Absolument invivable. Je le reconnais. Invivable. J'ai pris des baffes à répétition. Ça a continué. Alors, à la trentaine, déjà, j'étais calmé, hein. J'avais déjà pris de bons coups de massue sur la tête, hein. Ça m'avait déjà bien calmé, déjà. Mais j'avais quand même cette tendance à être un passionné, hein. Le lion est passionné de nature. Donc, étant toujours en recherche de passion, fatalement, la passion, c'est toujours synonyme de choses fortes qui se passent, et donc de jalousie, et donc de possessivité. Ça va ensemble, hein, tout ça. Ça s'est calmé en prenant des baffes, hein. J'ai pris des claques de partout. En fait, quand j'étais jeune, quand j'avais 16-18 ans, c'était moi, ma femme, ça sera la même. Dès que je me mettrai en couple, ça sera la femme de ma vie, je me marierai avec, j'aurai des enfants, et jamais je ne subirai l'adultère. Et jamais je la tromperai. Chose à laquelle je me serais sans aucun problème rangé, moi. C'est-à-dire que je peux être fidèle à quelqu'un toute la vie, ça ne me pose aucun problème. Et en fait, j'ai vite déchanté, quoi. Parce qu'en fait, ça a commencé dès le départ, avec la première nana avec qui je me suis mis en couple, je me suis fait cocufier d'entrée, quoi. Au bout de 2 ans, c'était... Voilà. Donc ça a été pour moi ça a été une mort, hein. Ça a été terrible, hein. Ça a été la fin de mon monde, la fin d'un monde, et la fin quelque part de mon contrôle absolu sur ma vie. Parce que le maniaque du contrôle, ce qu'il veut avant tout, et le pervers narcissique aussi, c'est avoir le contrôle sur sa propre vie. Il croit qu'il va pouvoir programmer sa vie lui-même, et qu'il va dire, voilà, à 30 ans, je serai ci, à 40 ans, je serai comme ça, à 50 ans, je serai riche, et à 60 ans, je peux prendre ma retraite, et je vivrai aux Bahamas. C'est ça, le mec s'imagine une vie, et il croit que ça va être comme ça. Et quand, en fait, il s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça, le maniaque du contrôle prend des claques, énormes, énormissimes.
Hein. Alors, dans plusieurs domaines, ça peut être dans le domaine du couple, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans plein de domaines différents, familial, etc. Celui qui s'imagine qu'il va avoir des enfants et que tout va bien se passer, qu'il va les élever en famille et que jusqu'à leur majorité ils seront heureux et épanouis dans le couple et dans le foyer, et puis qu'au bout de 3 ans la femme les plaque, comme c'est arrivé là 3 fois autour de moi là, les mecs se retrouvent avec des enfants de 3 ans, 6 ans à la maison, ils ont 40 balais, ils prennent cher. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'ils prennent cher. Alors moi je l'ai pris à 20 ans, j'ai de la chance quelque part. Parce qu'à 40 ans, quand tu prends ça, ça fait mal. Alors moi j'ai pris 4 fois ça à 40 ans, mais ça fait mal. Bon, moi je les vois morfler autour de moi. C'est que des femmes occidentales qui font ça, je vous le dis. Il n'y a que les femmes occidentales qui plaquent leurs maris et leurs enfants après 3 ans, 6 ans. Il n'y a que les femmes occidentales qui font ça. Les femmes arabes ne feront jamais ça, les africaines ne feront jamais ça, les asiatiques ne feront jamais ça. Remettez-vous en question, mesdames, car vous avez 100%, à mon avis, ce n'est que mon avis, vous avez 100% tort. On ne lâche pas un foyer, on ne lâche pas ses enfants, ni sa maison, parce qu'on ne s'entend plus sexuellement avec son mari. Ça n'existe pas. Voilà. On ne s'entend plus sexuellement, eh ben, on se démerde, on trouve des solutions. Si vous ne désirez plus votre mari, sachez que c'est naturel. Ça fait partie de la nature. Dans la nature, quand une femelle s'est accouplée avec un mâle et qu'elle a eu des petits avec, même s'ils ont couvé les œufs ensemble, hein, chez les pingouins c'est comme ça, à partir du moment où les petits sont nés, il y a une phase pélican qui chez les humains dure 2 ans, hein, c'est-à-dire une phase où on couve les petits pendant 2 ans ensemble, où on oublie le couple et la vie sexuelle totalement, et à partir des 2 ans, une fois que c'est passé, cette phase pélican se termine chez les humains, et la femme recherche un nouveau géniteur, comme les animaux. Donc mesdames, votre baisse de libido avec votre mari quand vous avez accouché et 2 ans après, c'est parce que vous subissez tout simplement une loi naturelle, animale et instinctive. Donc vous êtes vous-même totalement animal à ce moment-là. Je suis désolé de vous le dire. Ça n'est pas normal, alors que le mari continue lui à vous désirer. Bon, il y a des maris qui, après avoir vu un accouchement, ne peuvent plus toucher leur femme aussi. C'est traumatisant pour un homme, un accouchement, attention. Attention. Parce que vous, mesdames, vous poussez, vous souffrez, et vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. L'homme, il voit. Il voit sa femme souffrir, il la voit souffrir un martyr, déjà c'est très traumatisant. Et Dezio, s'il regarde et qu'il penche un peu la tête et qu'il voit ce qui se passe, vous voyez ce que je veux dire, hein, oui. Mais dans mes films d'horreur à côté, c'est pas grand-chose. Hein. Donc oui, c'est traumatisant pour les hommes, et il y a des hommes qui ne peuvent plus toucher leur femme. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se séparer. Ben non, c'est justement là où la beauté du mariage serait quelque chose, où la beauté de l'union d'un couple qui vient de faire des enfants, un enfant, c'est beau, il ne faut pas qu'ils se séparent. C'est là où il faut s'aimer, c'est là où il faut s'aider l'un l'autre, et c'est là où il faut se faire aider. Hein. Il y a des professionnels de ça, il y a des psychologues de couple, et c'est là où il faut aller les voir, sans hésiter. Hein. Je sais que ça va parler à pas mal d'entre vous, hein, ce que je dis là. Bon, bref, je suis en train de m'égarer. Donc, on prend des claques, et à la différence du maniaque du contrôle qui peut se remettre en question, le pervers narcissique, lui, ne se remet pas en question. C'est-à-dire que c'est comme il veut, comme il a décidé, pour sa gueule, jusqu'à la fin de ses jours. C'est très rare qu'un pervers narcissique digne de ce nom, de stade 2, hein, comme moi je les appelle, change de comportement et se remette en question. Ils peuvent vous faire des promesses, vous dire je vais changer, et au bout de 3 semaines, le naturel revient au galop. Hein. S'il n'y a pas vraiment de prise de conscience, de crise de conscience, non pas de prise. Prise de conscience, c'est une chose. Mais prise de conscience, tu peux très bien être conscient de qui tu es et puis t'en accommoder et te dire j'ai pas envie de changer, puis merde. Comme beaucoup de fumeurs, quand j'en ai connu à la base, qui disaient ouais, je suis conscient que c'est pas bien, mais bon, je peux pas arrêter. Bah, c'est un peu ça le pervers narcissique, et lui est drogué à son propre narcissisme en fait. Et en fait, alors que le maniaque du contrôle, lui, en conscience, en prenant des baffes, il se dit putain, faut plus que je le fasse parce que là j'ai trop morflé quoi.
Hein, alors ça dépend aussi bien sûr de la sensibilité des gens, ça dépend de leur capacité à se remettre en question. Tout est là. Hein. Euh, Moi je pense que j'ai définitivement lâché le contrôle alors je vais vous dire, il n'y a pas longtemps. Hein, parce que je croyais que c'était il y a déjà 10 12 ans. J'avais déjà lâché énormément il y a 10 12 ans. J'ai pris une énorme baffe, encore il y a 10 ans. Ça m'a remis une calotte, hein, c'est-à-dire que j'ai encore travaillé sur moi, j'ai lâché sur d'autres trucs, mais c'était pas encore sur le contrôle. J'ai rencontré ensuite quelqu'un avec qui je suis resté 6 ans là, et qui elle-même était une perverse narcissique et maniaque du contrôle. Et là, ça m'a mis en relation avec avec mon propre contrôle à moi. Parce que c'est ça qu'il y a de bien dans le couple. C'est pour ça que tous les gens qui disent moi je me mettrai plus jamais en couple, vous avez tort, parce que c'est en couple qu'on a un miroir de qui on est. Celui qui est en face de vous, dans le couple, vous renvoie un miroir de ce que vous êtes et de ce que vous supportez, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas en vous. Et quand il y a des choses que vous n'aimez pas chez l'autre, ce sont des choses que vous ne voyez pas, qui existent chez vous et que vous n'arrivez pas à prendre conscience en fait. Et quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est un maniaque du contrôle, moi ça m'est arrivé 2 fois. Hein. Donc la première fois c'était voilà, mon ex donc. Elle était maniaque du contrôle à la maison, hein. C'était le colonel, la générale d'armée, et avec moi, quelqu'un qui me donne des ordres à la maison, bien sûr, vas-y Rebecca, vas-y lève-toi de bonne heure pour me donner un ordre. Donc c'était la baston. Alors pas la baston avec les mains, hein. Non, c'était la baston avec les mots. Et puis c'était c'était l'affrontement de comportement, c'est-à-dire si tu continues à me faire chier, tu vas manger toute seule. Voilà. Voilà. Tu veux que je monte dans mon bureau et faire 3 vidéos, parce que ce soir il y a des gens qui ont envie de m'écouter, je monte dans mon bureau, je fais 3 vidéos. Si tu veux continuer comme ça, vas-y. Hein. Donc je n'avais pas envie de me laisser embringuer dans un système militaire. Hein. Voilà. Et donc la dernière fois que je me suis calmé, c'est quand on s'est séparé avec cette femme, que je venais de terminer de payer la voiture, qu'on avait acheté à crédit, c'est moi qui l'ai payé, au bout de 4 ans, et que quand on s'est séparé 6 mois après, je l'ai croisée dans la rue, enfin, je l'ai croisée dans ma voiture, avec mes chiens qu'elle m'avait enlevés, et à la place du passager avec son nouveau mec. Là, j'ai eu un grand moment de solitude, et en fait, aujourd'hui j'en rigole, parce que il y en avait plein d'entre vous à qui ça a dû arriver, et là je me suis dit, mais quel con! Mais quel con tu es, sans déconner. Regarde où t'en es. Quand tu avais 18 ans, tu pensais que tu allais te marier et que tu allais garder la même femme toute ta vie, que vous alliez avoir des enfants et que jamais tu seras cocufié. Et là, tu te retrouves à 45 balais ou 48 balais à regarder ton ex conduire ta bagnole avec son nouveau mec et tes chiens, et il manque plus que les meubles dans le coffre, parce que j'avais tous les meubles aussi sont restés là-bas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es con à vouloir contrôler ta vie? Mais lâche, quoi. Lâche. Lâche prise. Va vers ce qu'il y a de bien. Va vers ce qu'il y a de bien. Voilà. Dès que c'est pas bien, tu t'en vas. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Hein. Avant, j'avais peur de perdre des amis. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Le mec qui est pas content, qui aime pas mes vannes ou qui aime pas mon temps. Je suis quelqu'un de très agréable à vivre, hein, je vous le dis honnêtement. Je suis un bout en train. Hein, je fais marrer tout le monde. En général, on m'invite parce que j'égaye les soirées. C'est mon métier, hein, je suis animateur aussi. Bref. Maintenant, ceux dont ma présence, que ma présence insupporte ou qui ne partagent pas mes opinions, rien n'a secoué. Je lâche complètement. J'ai complètement lâché, surtout sur mes parents qui n'étaient pas d'accord. Il faut lâcher. Alors, si vous êtes maniaque du contrôle, voilà le secret. C'est qu'il faut se regarder dans une glace, il faut lâcher prise complètement. Et si vous êtes en couple et que vous venez de vivre une déconvenue ou des choses encore plus dures, hein, c'est l'occasion de vous remettre en question, et non pas l'occasion de vous renfermer sur vous-même et de dire je suis comme ça, celui qui m'aime pas, tant pis. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je viens de dire. Hein. C'est pas, je viens de dire, moi, ce que je viens de dire n'est pas synonyme. J'ai dit les gens qui n'ont pas envie d'être avec moi, je m'en fous, ça veut pas dire celui qui m'aime pas, non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas besoin qu'on m'aime.
Hein. Je dis ceux qui aujourd'hui me critiquent ou partagent pas mes idées, je n'ai pas besoin d'être avec eux. Vous voyez. Alors qu'avant, je voulais absolument les convaincre. Hein, le côté contrôle. Mais si, si, je te dis que c'est moi qui ai raison, mais si. Alors, encore un petit côté comme ça chez moi, vous le voyez à travers mes vidéos, vous voyez bien que je suis quelqu'un qui a une conviction et qui essaye de vous la passer. Mais je fais quand même un travail de transmission. Non, par contre, je parle de ceux qui se renferment sur eux-mêmes dans le narcissisme, hein, parce que se renfermer sur soi-même, c'est sur son nombril. Hein. Le narcisse, c'est quoi? C'est du nombrilisme. Hein. Donc, ceux-là et ceux qui disent moi je suis comme ça, personne ne va me changer, ben, vous avez tort. Il faut changer. Si vous avez des problèmes à répétition avec les autres, c'est pas les autres le problème, hein, c'est vous. Hein, c'est vous avez quelque chose qui cloche. Hein. Donc c'est à vous de changer. Et ne plus vouloir se mettre en couple, parce que j'ai trop souffert, je ne veux plus me mettre en couple, c'est une grave erreur. C'est la fermeture du cœur et c'est la fermeture sur soi-même. C'est le narcissisme. Vous tombez encore plus dans le narcissisme. Non, vous venez de souffrir, je transmute mes émotions, je les monte au niveau du cœur, non pas au niveau du Zincoin, vous les montez au niveau du cœur et vous dites la prochaine fois, j'aimerais cette personne, j'aimerais la prochaine personne qui va m'aimer comme elle-même, je lui donnerai plus même pour lui montrer qu'on peut faire encore plus, je n'attendrai rien d'elle et je n'essaierai surtout pas de la contrôler. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Hein. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Moi je vis avec une femme qui ne parle pas français. Je lui dis, ça serait bien que tu apprennes le français. Elle m'a dit, bah, ça serait bien que tu apprennes le tagalog. Tu as raison, sauf qu'on est dans un pays francophone, là. On n'est pas dans un pays, tu vois, où on parle de bamboula. Hein, bon, je rigole. Et donc, il est peut-être plus urgent d'apprendre le français, là, en l'occurrence. Si un jour on part s'installer aux Philippines, j'apprendrai le tagalog. Mais je lui impose rien, je laisse faire les choses. Alors qu'à une époque, j'aurais imposé. J'aurais dit, apprends le français, prends des cours. T'as travaillé ça? T'as arrêté de fumer, là, aujourd'hui? Ouais. J'aurais fait chier. Aujourd'hui, j'ai totalement changé mon fusil d'épaule, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui fume. C'est non-fumeur de naissance, moi. Hein. Il y en a qui sont célibataires de naissance. Il y a des célibataires endurcis. Alors ceux-là vont avoir beaucoup de mal à travailler sur eux-mêmes, hein, sachez-le. Hein, le fait de ne pas vouloir vivre de vie de partage, c'est pour vous un manque d'occasion de vous remettre en question et de progresser. Il y a qu'en prenant des baffes et en ayant en face de soi des gens qui vous renvoient des miroirs. Alors certes, ça peut très bien ne pas durer longtemps des fois. Des fois, on se met avec quelqu'un, on est super bien pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, on se met en couple et là, on se rend compte qu'au quotidien, oula, ça va pas du tout. Parce qu'on se prend un miroir de quelque chose qu'on ne supporte absolument pas, parce que c'est quelque chose qu'on avait certainement en soi. Et là, c'est le clash. Et bien très bien, comme ça au moins vous savez que ça, vous ne le supportez pas. Donc vous allez pouvoir travailler sur vous et passer à autre chose. Il ne faut pas hésiter à souffrir. En fait, pour progresser, et pour progresser en conscience dans cette incarnation, il ne faut pas avoir peur d'une chose. Il ne faut pas avoir peur de souffrir. C'est ça la clé. La clé, c'est de ne pas avoir peur de souffrir. Et donc de ne pas avoir peur de faire des expériences qui vont vous enrichir, vous apporter de l'amour, et même si cet amour risque de vous arracher une partie du cœur derrière. Il ne vous l'arrachera pas, ça va vous arracher une partie de vos entrailles, mais pas du cœur. Le cœur restera toujours le cœur. C'est les entrailles qui sont arrachées, c'est au niveau du plexus, c'est au niveau des intestins que ça se passe. C'est pas le détachement émotionnel, il est là, il n'est pas au niveau du cœur. C'est le cœur qui va vous aider à vous détacher des entrailles. C'est quand 2 personnes sont attachées, effectivement, elles le sont au niveau des entrailles du plexus, elles ne le sont pas au niveau du cœur. C'est quand on s'aime vraiment qu'on est attaché au niveau du cœur. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une vidéo sur le pouce pour répondre à donc les attentes sur les pervers narcissiques, même si j'ai peut-être pas répondu totalement à tout. Voilà. Si vous tombez sur une femme qui veut contrôler votre vie, monsieur, eh bien vous êtes foutu, sachez-le. Et madame, si vous tombez sur un homme qui ne vous respecte pas, qui vous dit c'est comme lui l'entend et pas autrement, qui va voir d'autres femmes et qui vous demande d'écarter les cuisses et de faire comme si de rien n'était, barrez-vous. Et vous avez bien raison. Voilà. Il n'y a pas de raison de subir la loi de qui que ce soit. N'oubliez pas que vous êtes des êtres libres et qu'on a toujours un choix. Je sais, vous allez me dire, il y a des femmes, elles n'ont pas le choix, ça fait 30 ans qu'elles sont mariées, elles arrivent, elles ont 60 ans, qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent? Si elles quittent leur mari, ah bah à 60 ans, on ne quitte pas son mari, évidemment. Pas à 60 ans. Ma mère, elle a 77 ans, ça fait 30 ans qu'elle supporte mon père, elle est toujours avec, elle ne va pas le quitter maintenant.
Enfin, franchement, non. Mais il y a des règles à respecter. Tu quittes pas ton mari une fois que tu as passé la soixantaine, même si tu le supportes plus, parce que voilà, tu as choisi d'être avec lui, tu vas jusqu'au bout. Bah oui, mais tu reviendras dans une autre vie, tu feras autre chose. Tu lâches pas ton mari à 60 ans. Non, je suis désolé. Tu lâches pas ton mari quand tu viens d'avoir des gosses et que c'est le troisième et qu'il y en a un qui a 9 ans, un qui a 6 ans, un qui a 3 ans ou moins des fois. Tu lâches pas ton mari, tu le laisses pas seul avec les gosses. Ça n'existe pas. Faut avoir de la responsabilité. Tu feras passer tes histoires de cul plus tard, quand tes gosses seront en âge de comprendre que maman a envie de se faire sauter par un autre mec. Bah oui, bah oui, parce que c'est ça la vérité. Vous avez envie de vous barrer parce que votre mari ne vous désire pas, donc on s'entend plus, donc bah je laisse les enfants. Non, ça n'existe pas, madame. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas dans les pays musulmans, ça ne se fait pas dans les pays asiatiques, catho, ça ne se fait pas dans les pays où il y a une moralité, parce que on n'éclate pas la cellule familiale pour des histoires de cul. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, je précise. Donc le manque de responsabilité mène à des souffrances terribles. Et la peur de souffrir mène à un immobilisme en fait au niveau de votre progression dans votre vie. Non, n'ayez pas peur de recommencer une belle histoire d'amour avec quelqu'un d'autre qui vous apportera d'autres choses et vous feront découvrir d'autres défauts en vous, de vous-même, hein, et vous feront avancer. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai eu 7 ou 8 ruptures majeures dans ma vie. Je considère que j'ai eu de la chance au final. Je considère que j'ai eu de la chance parce que ça m'a complètement permis de me métamorphoser. Complètement. Je suis plus du tout la même personne. Donc, vous voyez comme quoi c'est salvateur parce que je serais resté un tyran au final, que je ne suis absolument plus. Merci la vie. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, à bientôt. N'oubliez pas d'aller écouter cette vidéo sur Utip et de cliquer sur pub, même si apparemment je vois que ça ne se synchronise pas toujours avec YouTube, avec Utip. Soyez patient s'il vous plaît, et puis faites ça pour moi, ça serait sympa. Merci à vous, on se retrouve sur VK, Facebook et Jim le Veilleur, et merci aux tipeurs. À bientôt, au revoir.